Maxime Pérez, Boker Tov, bonjour. Bonjour Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Nous avons besoin de votre expertise pour tenter de nous expliquer un peu ce qui est en train de se passer tant dans la région de Gaza, autour de la frontière entre la bande de Gaza et l'État d'Israël, que dans le nord de la Samarie, avec cet attentat qui s'est produit vendredi après-midi. Est-ce que, alors bien entendu, cet attentat, est-ce que c'est quelque chose que l'on aurait pu prévoir, qui s'inscrit dans un regain de tension dans la Judée de la Samarie, dans les territoires, ou alors finalement c'est encore une fois l'œuvre d'un loup solitaire qui n'avait pas prémédité, bien que celui-ci est apparemment un terroriste récidiviste? Alors il y a deux aspects dans la réponse que je peux apporter. La première, c'est que ce terroriste palestinien est identifié comme un loup solitaire, même si il a passé quelques années dans les prisons israéliennes. Il a été libéré par le Shabak en avril dernier et a pu regagner son village du nord de la Samarie. C'est un village qui d'ailleurs n'est pas spécifiquement affilié au Hamas, qui n'est pas le cas par exemple quand on parle de terroristes originaires de la région de Hébron, plus au sud de la Judée-Samarie. Et puis le deuxième aspect à retenir pour ce qui est du contexte, même si c'est un acte mené par entre guillemets un loup solitaire, eh bien c'est que cette attaque s'inscrit dans le cadre de ces préparatifs pour le 70e anniversaire de la création d'Israël, et que les Palestiniens veulent symboliquement, en tout cas les factions armées, les factions terroristes comme le Hamas, veulent absolument gâcher entre guillemets ces festivités, et ont déjà appelé à plusieurs attaques. C'est la crainte des autorités israéliennes à ce jour que de revoir des attaques au couteau, des attaques à la voiture volée, peut-être même des attentats plus meurtriers se produire au fur et à mesure qu'on s'approche de ce mois de mai, qui est aussi une période à laquelle au cours de laquelle les Américains devraient officialiser leur ambassade à Jérusalem. C'est-à-dire il y a plusieurs raisons, motifs de tension qui peuvent être utilisés par les Palestiniens pour provoquer, que ce soit officiellement ce qu'ils ont l'habitude d'appeler des journées de la colère, ou alors donc des attentats, susciter en fait un certain engouement dans la population pour provoquer des attentats de loups solitaires, c'est cela? C'est le souhait du Hamas. Il y a une certaine passivité observée du côté de l'autorité palestinienne. Pas plus tard qu'hier soir, le ministre israélien de la Défense, Avigdor Lieberman, a accusé Mahmoud Abbas de laisser les choses volontairement se dégrader, à la fois dans les territoires sous son contrôle, en Cisjordanie, et également dans la bande de Gaza, où il pense que tout simplement l'autorité palestinienne est intéressée par une escalade entre Israël et le Hamas, qui affaiblirait, selon l'autorité palestinienne, directement le mouvement islamiste à Gaza. Donc c'est bénéfique pour Mahmoud Abbas, et dans ce contexte d'enjeux politiques multiples, également de crise humanitaire à Gaza, d'incitation à la haine sous couvert de transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem, bien que des loups solitaires, mais peut-être aussi plus tard des cellules terroristes tenteront par tous les moyens de mener des attaques au cœur du territoire israélien. Alors, cela m'amène à nous déplacer un peu vers la bande de Gaza. Vous le disiez vous-même, Mahmoud Abbas semble vouloir donner, c'est-à-dire essayer d'affaiblir le Hamas, mais on est tout de même une semaine après l'attentat qui a été l'attentat qui a frappé, en fait, qui avait l'intention de toucher le Premier ministre palestinien Rami Hamdallah. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, de la part de Mahmoud Abbas, une volonté de durcir le ton pour donc affaiblir le Hamas, pour faire voler en éclats cette soi-disant réconciliation entre les deux courants palestiniens, ou alors il y a plutôt de la part de Mahmoud Abbas une volonté de s'affirmer, d'essayer à travers cela de s'affirmer, de montrer qu'il garde le contrôle des territoires, et qu'il reste, on va dire, qu'il reste extrêmement présent, même en particulier par rapport aux États-Unis, dans sa détermination de ne pas reprendre le dialogue avec les Américains? Oui, c'est vrai qu'on pourrait être tenté d'avoir cette analyse, alors que depuis des semaines, si ce n'est des mois, on parle de la succession de Mahmoud Abbas. Le nom de Mohamed Dahlan est un moment revenu avec insistance dans le cadre de négociations
indirecte entre Israël et le Hamas par l'intermédiaire de l'Égypte pour éventuellement envisager un remplacement de l'autorité du Hamas qui ces derniers mois a exprimé son souhait de vouloir un petit peu relâcher le pouvoir politique à Gaza, ce véritable poison qui l'empêche d'exister militairement, de riposter à sa guise, de faire de la lutte armée sa seule et unique vocation. Et c'est sur c'est là-dessus que joue le président palestinien Mahmoud Abbas. Il voit bien que le Hamas aujourd'hui est affaibli. C'est aujourd'hui lui aussi qui tient l'économie de la bande de Gaza, parce que c'est l'argent de l'autorité palestinienne qui sert notamment à faire livrer des quantités de fuel dans ce territoire palestinien. C'est lui, avec l'armée israélienne, qui est censé coordonner l'arrivée de marchandises et de médicaments dans la bande de Gaza. C'est l'autorité palestinienne qui régule ce flux par l'intermédiaire des points de passage, notamment celui de Kerem Shalom au sud de la bande de Gaza. Et aujourd'hui, ces camions de marchandises, par exemple, arrivent au compte-gouttes. Il y en a beaucoup moins qu'avant, ce qui aggrave la crise humanitaire. Et quand la situation humanitaire n'est pas bonne à Gaza, cette situation n'est évidemment pas bonne pour le Hamas. Et évidemment, on a le sentiment derrière tout cela que Mahmoud Abbas ne renonce pas au pouvoir, que le vieux Raïs, tel qu'on le surnomme, veut encore se maintenir, malgré le fait qu'il est totalement isolé dans la région. Les Jordaniens se sont fâchés avec lui, les Égyptiens se sont fâchés avec lui après son souhait de rompre toute relation entre Ramallah et Washington. Cette crise diplomatique qui ne dit pas son nom avec l'administration Trump, eh bien, les Égyptiens, le président Al-Sisi et le roi Abdallah de Jordanie ne le tolèrent pas, et pourtant Mahmoud Abbas continue dans cette droite lignée. Peut-être que lui aussi veut marquer le coup à sa manière à l'approche du 70e anniversaire de la création de l'État d'Israël. Alors il y a plusieurs dates. Vous parliez donc justement de l'approche donc de ces festivités du 70e anniversaire. Il y a plusieurs dates jusque-là. On a parlé de la Journée de la Terre qui doit intervenir à la fin du mois de mars. Je crois que c'est le 30 mars, mais je n'en suis pas sûr. Ce sont des dates qui sont déjà marquées au rouge par les responsables de la sécurité en Israël, des forces de sécurité. Oui, il y a des craintes. On rentre dans une période sensible. C'est l'estimation des forces de sécurité israéliennes du Shabak qui se préparent à des débordements, à des risques d'escalade plus importants à la frontière de Gaza, par exemple, puisque vous l'avez dit, à l'occasion de cette journée de la Terre, aux alentours du 30 mars, eh bien, le Hamas a appelé les Palestiniens à marcher massivement par dizaines, voire même peut-être par centaines de milliers vers les kibboutz israéliens frontaliers de Gaza, vers tous ces points de passage, ces avant-postes israéliens où régulièrement les vendredis après la traditionnelle prière chez les musulmans, eh bien on voit déjà des jeunes en découdre avec l'armée israélienne. Et bien là, les Palestiniens appellent cela une marche verte, une marée humaine qui convergerait vers la frontière israélienne. Et là, quelque chose qui ne s'est jamais produit. Et la question est de savoir comment les forces de sécurité israéliennes pourront juguler cette menace sans causer un nombre trop important de victimes, en ayant bien sûr à l'esprit d'éviter que ces Palestiniens pénètrent en territoire israélien, ce qui serait en termes d'image absolument catastrophique. Et puis à côté de cette journée de la Terre, il y a évidemment l'approche des célébrations du 70e anniversaire d'Israël qui correspond à la Nakba côté palestinien. Et encore une fois, cette date symbolique du 70e anniversaire, eh bien, les Palestiniens veulent l'utiliser à la fois pour se faire remarquer, pour faire entendre leur cause, et également pour tenter autant que possible de gâcher les festivités côté israélien qui, vous le savez, s'annoncent assez grandioses cette année. Alors, quel est le jeu du Hamas dans ce regain de tension? Parce que si on peut comprendre celui de Mahmoud Abbas qui veut l'affaiblir, le Hamas aujourd'hui n'a pas véritablement intérêt à une provocation face à l'État d'Israël, parce qu'il reconnaît lui-même qu'il n'est pas dans un état, il n'a pas la capacité aujourd'hui de faire face à l'armée israélienne. Quel est son jeu aujourd'hui? C'est très difficile à dire. Il est coincé d'une part entre la crise humanitaire et son isolement régional à Gaza, qui lui vaut aujourd'hui de s'être mis à dos ses principaux contributeurs financiers, qui étaient l'Arabie Saoudite
et le Qatar, deux pays qui veulent montrer patte blanche sur la scène internationale parce qu'eux ont d'autres intérêts dans la région, d'autres intérêts même sur la scène intérieure. Et le Hamas n'a guère d'autres partenaires que l'Égypte qui, vous le savez, ces dernières années a été très ferme à l'égard du Hamas. Le président Al-Sisi n'est pas un modéré, il n'est pas l'homme qui tendra la main aux islamistes, certainement pas, alors que son armée continue d'enregistrer des pertes dans le Sinaï contre des groupes liés à l'État islamique ou Al-Qaïda. Donc le jeu du Hamas aujourd'hui, c'est peut-être tout simplement de se rapprocher progressivement de l'Iran, de continuer à se renforcer dans l'optique d'une nouvelle confrontation avec Israël, qui n'est pas pour l'instant pas visible à l'horizon, et dans ce laps de temps de maintenir en quelque sorte une tension artificielle avec Israël en laissant de temps en temps des factions tirer quelques roquettes sur le territoire israélien, en laissant ces militants peut-être poser des charges explosives le long de la clôture de sécurité, évidemment en prenant le risque d'une escalade, mais peut-être escalade contrôlée, tout simplement pour montrer qu'il existe, pour montrer que la lutte armée, il n'y a pas renoncé, et qu'il est toujours une menace pour Israël. Bien, merci beaucoup Maxime Pérez de nous avoir aidé à décrypter donc cette situation de tension, donc en particulier dans la bande de Gaza, mais également en Judée et en Samarie, et on comprend donc qu'il faut être prudent, et les forces de sécurité bien entendu sont sur le qui-vive en perspective des 2 prochains mois, du mois d'avril avec la fête de Pessah également, et aussi donc bien entendu le mois de mai avec avril et mai donc avec les festivités du 70e anniversaire de l'État d'Israël. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita, et bonne journée. Bonne journée Daniel. Voilà, nous allons marquer une pause musicale et on se retrouve tout de suite après avec Eliana Gurfinkel et sa chronique Un jour notre histoire.